Permettez que j'invite l'inspecteur général donc, à faire son exposé. Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Togo, fait le royaume de Belgique, distingués invités, nous voudrions maintenant vous parler du contrôle qu'effectue actuellement l'inspection générale des finances en République démocratique du Togo. Il y a eu plusieurs préoccupations hier et même aujourd'hui. Les préoccupations du genre, comment vous vous sentez quand les voleurs sont arrêtés et par la suite libérés. Des préoccupations aussi comme comment vous n'arrivez pas à récupérer les produits du vol ou les biens détruits. Des préoccupations qui vous contrôlent. Bref, des préoccupations qui tournent autour de l'efficacité du contrôle en République démocratique du Congo. J'espère, au travers de ce que nous allons expliquer aujourd'hui, les modes de contrôle actuels en République démocratique du Congo, ça permettra que nous puissions comprendre comment l'inspection générale des finances en République démocratique du Congo a répondu à toutes ces préoccupations. Actuellement, le contrôle qui est fait par notre service, ça s'appelle la patrouille financière. Et c'est ce contrôle qui fait mouche, donc nous allons vous exposer. Nous allons vous expliquer cette patrouille financière pour que vous puissiez comprendre son fondement, le mode opératoire, et on va vous donner les résultats concrets auxquels nous sommes arrivés avec la mise en place de la patrouille financière comme mode de contrôle. Et nous allons donc co-animer cet exposé sur la patrouille financière avec le numéro 3 de l'inspection générale des finances, l'inspecteur général coordonnateur de nos services, M. Herman Bidé. Je prends la partie de vous expliquer les fondements et il va vous donner les modalités pratiques et les résultats. Pour ce faire, nous avions voulu tout d'abord vous parler de cela en deux temps. Premièrement, échanger avec vous sur les différents types de contrôles qui existent en matière de finances publiques. Quels sont les contrôles qui existent et qui sont prévus dans les lois de la République démocratique du Congo. Et nous allons terminer en vous donnant les limites du contrôle a posteriori et ces limites qui ont donné accès à l'activation d'un autre type de contrôle appelé la patrouille financière. S'agissant des types de contrôle qui existent dans les lois de la République démocratique du Togo, nous avions choisi d'en parler selon trois optiques. Premièrement, d'après la nature du contrôle qui est effectué. Deuxièmement, selon les organes de contrôle qui effectuent les contrôles. Et troisièmement, selon le moment où le contrôle est fait. S'agissant de la nature du contrôle, quand nous parlons de contrôle des finances publiques, selon la nature des contrôles que nous déroulons, nous avons deux types de contrôles. Nous pouvons faire, on peut parler pardon, de contrôle interne et de contrôle externe en finances publiques. Le contrôle, il est interne lorsqu'il est
exercée par des structures internes à l'entité, des structures qui n'ont pas compétence de contrôle, mais qui ont d'autres tâches, mais à ces tâches-là, ces structures mettent également des contrôles. Donc le contrôle il est interne lorsqu'il est exercé par des structures internes de l'entité, des structures qui n'ont pas compétence de contrôle, mais qui n'ont pas principalement attribution de contrôle, mais qui exercent le contrôle au travers de leurs attributions. C'est comme vous êtes dans une entreprise, vous avez un processus pour arriver au paiement. Il y a un service qui initie le paiement, il y a un service qui calcule ces paiements et un service qui paye. Le contrôle est interne lorsque celui qui initie le paiement, en initiant le paiement, il fait un contrôle. Mais son travail, c'est d'initier le paiement. Mais il fait un contrôle. Lorsqu'il passe le relais à celui qui va calculer la dépense qui va être payée, celui-là, il commence par contrôler le travail qui a été fait par le service initiateur. Mais son rôle, ce n'est pas de contrôler, mais son rôle, c'est de calculer. Mais il commence par contrôler ce qui a été fait avant lui. Quand il termine, il détermine la hauteur de la dépense, il fait passer à celui qui doit payer. Celui qui veut payer, il commence par faire le contrôle. Comment mon prédécesseur a calculé? Est-ce qu'il a bien calculé? Avant qu'il puisse faire le paiement. Donc, les gens qui exercent ces contrôles ont des attributions spécifiques en dehors du contrôle, mais ils prennent les précautions de faire les contrôles pour qu'il n'y ait pas d'irrégularité. Donc, ce type de contrôle à chaque étape de l'exécution d'une dépense et même d'une recette, c'est ce que nous appelons un contrôle interne qui est exercé dans le processus de paiement ou dans le processus de collecte d'une recette. Les personnes qui les font n'ont pas attribution principale de faire les contrôles, mais au travers de leurs attributions spécifiques, ils déroulent également des contrôles pour s'assurer que ce qui est en train d'être fait est dans la régularité. Ça, c'est le contrôle interne. Le contrôle, il est externe lorsque il est exercé par un organe attitré de contrôle qui est en dehors de l'entité qui a exécuté l'opération. Et l'organe attitré de contrôle qui est externe, il vient vérifier les processus que les organes internes ont respectés pour que l'opération puisse être régulière. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Voilà. Donc, nous distinguons donc un contrôle interne. Vous entendez dire, le contrôle interne, il est bon, il existe. Parce que si le contrôle interne fonctionne déjà, ça permet au contrôle externe d'avoir les premières assurances qu'il y a présomption d'une régularité et nous venons pour nous assurer davantage. Mais si le contrôle interne est anéanti, alors ça donne beaucoup plus de travail au contrôle externe. Ça, c'est la nature du contrôle. Selon les organes qui font les contrôles, nous distinguons 3 types de contrôles. Selon les organes, c'est-à-dire les services, les institutions qui sont appelés à faire les contrôles. Selon les organes, nous parlons des contrôles administratifs, des contrôles juridictionnels et des contrôles politiques. Ça existe dans tous les pays en matière de finances publiques. Le contrôle administratif est un contrôle exercé par un service administratif. Le service qui déroule le contrôle est un service administratif. Il est composé des administratifs. Le contrôle, il est juridictionnel lorsqu'il est exercé par un organe qui est une juridiction. Le contrôle, il est politique lorsqu'il est exercé par un organe délibérant
qui est un organe politique. Concrètement, parmi ces trois types de contrôles en République démocratique du Congo, les contrôles de l'inspection générale des finances, c'est un contrôle administratif. L'inspection générale des finances est une administration. C'est un service administratif composé des fonctionnaires de l'État et qui font un travail. C'est un contrôle administratif. Nous sommes une administration. Nous ne sommes pas les seuls sur le plan du contrôle administratif. Il y a d'autres services administratifs qui font les contrôles administratifs. Parmi ces services, je peux vous donner un exemple. Dans chaque ministère, il y a une inspection. Ça peut même être une inspection générale. Il y a une inspection générale de santé, il y a une inspection générale de l'enseignement, il y a une inspection générale de la territoriale, il y a une inspection générale, inspection générale de la fonction publique, inspection générale de la territoriale, inspection générale de la santé, inspection générale de l'enseignement. Ce sont des corps de contrôle. Ils font les contrôles administratifs. Et l'inspection générale des finances est là. Mais parmi ces corps de contrôle administratif, l'inspection générale des finances a la primauté de ces contrôles-là. C'est-à-dire les contrôles de l'inspection générale des finances parmi les organes administratifs, c'est le sommet des contrôles. Tous ces autres contrôles, l'inspection de l'enseignement, de la santé, de la territoriale et tout, sont des contrôles inférieurs au contrôle de l'inspection générale des finances. Et c'est l'inspection générale des finances qui chapeaute l'ensemble de ces contrôles sectoriels sur le plan administratif. Ce sont des organes, des services ou des structures administratives appelées à faire des contrôles. Et ce sont des administrations. Les contrôles juridictionnels, comme je l'ai dit, c'est un contrôle qui est déroulé par un organe qui est une juridiction. C'est-à-dire c'est un organe qui peut disposer d'un parquet et d'un tribunal. Il exerce les contrôles et il a la possibilité en tant que juridiction de prononcer des peines. C'est sa place. Le contrôle juridictionnel en République démocratique du Congo est exercé par la Cour des comptes. La Cour des comptes est une juridiction, c'est une cour qui est composée à son sein d'un parquet, tout d'abord d'un service d'experts qui font les contrôles. Ils amènent ça auprès du parquet, après la Cour des comptes. Les parquets relèvent les irrégularités et les parquets près la Cour des comptes amènent les conclusions auprès de la Cour des comptes qui est une juridiction. Et la Cour des comptes en tant que juridiction ne peut prononcer que des sanctions pécuniaires. La Cour des comptes ne prononce pas des sanctions pénales. Toutes les irrégularités constatées par la Cour des comptes en tant que juridiction, la sanction restait sur le plan pécuniaire. Enfin, nous avons le contrôle politique qui est exercé par un organe délibérant. En République démocratique du Congo, notre organisation administrative et politique veut que nous ayons des pouvoirs centraux, nous avons les provinces et nous avons les entités territoriales décentralisées. Au niveau du pouvoir central, nous avons un organe délibérant qui est appelé le Parlement. C'est ce Parlement qui fait les contrôles politiques des finances publiques. Et le Parlement contrôle l'exécutif. Au niveau des provinces, nous avons les assemblées provinciales qui font le contrôle des finances publiques des provinces et ces assemblées provinciales contrôlent l'exécutif provincial ou le gouvernement provincial. Et nous avons au niveau des entités territoriales, les communes,
des territoires, nous avons ce qui est prévu, c'est d'avoir des organes délibérants appelés conseils, conseil communal. Quand nous ferons les élections jusqu'au bout, on aura les élections communales, on va voter des conseillers communaux qui vont élire les bourgmestres, et les bourgmestres vont former un gouvernement communal qui sera composé des ministres appelés échevins. Donc, le conseil communal va contrôler le gouvernement communal composé des échevins. Alors, lorsque le contrôle est exercé par le Parlement, au niveau national, c'est un contrôle politique. Lorsque le contrôle est exercé par l'Assemblée provinciale, c'est un contrôle politique. Et lorsque le contrôle est exercé par l'Assemblée, les conseils communaux, c'est un contrôle politique. Alors, de ces trois contrôles, la loi en République démocratique du Congo dit que le contrôle politique tient tout autre contrôle en État. C'est-à-dire, lorsqu'un contrôle politique est déroulé, tous les autres contrôles juridictionnels, administratifs, peuvent être tenus en État. Tenir en État, ça signifie qu'il peut être mis en stop. Donc, le contrôle politique a la primauté sur tous les autres contrôles. Et quand on remonte, le contrôle juridictionnel peut stopper le contrôle administratif. Et là, dans les textes de tous les organes de contrôle juridictionnel, on dit que le contrôle juridictionnel tient le contrôle administratif en État, sauf le contrôle politique. Si on fait comprendre. Voilà. C'est pour cela on dit le contrôle de la Cour des comptes qui est ici tient le contrôle de l'inspection générale des finances en État. Mais ça ne peut pas tenir le contrôle politique en État. C'est ça en fait l'organisation. Ce qui fait que parfois les gens n'arrivent pas à comprendre. Lorsque nous sommes sur une matière et qu'il y a eu un contrôle politique, les gens ne peuvent plus nous demander d'y aller. Parce qu'il y a un contrôle de primauté qui s'est saisi de la matière et qui doit donner ses conclusions. Et on remonte ainsi. Lorsque le Parlement s'est saisi d'une matière, comme le cas des rangs, le Parlement s'est saisi et fait le contrôle, il arrive. Aucun autre organe de contrôle, ni la Cour des comptes, ni personne d'autre ne peut venir sur la matière. La matière a connu le traitement de l'organe supérieur. Donc, la supériorité de l'inspection générale des finances dans les contrôles réside dans les contrôles administratifs. En ce qui concerne les organes de contrôle administratif, c'est nous qui les chapeautons, c'est nous qui les mettons sur notre ligne. Voilà, selon les organes de contrôle dont nous avons les trois types de contrôle. Maintenant, selon le moment que le contrôle est déroulé, nous distinguons trois types de contrôles aussi. Les contrôles a posteriori, les contrôles concomitants et les contrôles a priori. Comme on dit selon les moments que le contrôle, selon les moments du contrôle, ça signifie quoi? Ça signifie que le contrôle est exercé sur les actes de gestion. Quand on dit les contrôles selon les moments, les contrôles peuvent être exercés après l'acte de gestion, ça peut être exercé pendant l'acte de gestion, comme ça peut être exercé avant l'acte de gestion. Et tout ceci est prévu dans les lois de la République démocratique du Congo. Un contrôle a posteriori, c'est lorsque on laisse les gestionnaires poser l'acte de gestion et qu'on vient mettre les contrôles après, généralement une année après.
Donc, on doit laisser les gestionnaires travailler calmement, ils posent les actes. On revient une année après pour regarder la régularité des actes que le gestionnaire a posés. Comme on est en 2023, un contrôle a posteriori ne peut prendre que les actes posés par un gestionnaire en 2022. On vient regarder, on prend tous ses comptes, on regarde comment il a posé les actes de gestion. Pour découvrir dans ces actes de gestion les irrégularités, la corruption, les détournements. Les contrôles, il est concomitant lorsque la structure de contrôle arrive et est en train de contrôler les gestionnaires au même moment que le gestionnaire est en train de poser les actes. Et le contrôle, il est a priori lorsqu'il est placé avant que le gestionnaire puisse poser l'acte. C'est là, d'ailleurs, que nous devons vous expliquer. Il est placé avant que le gestionnaire puisse poser l'acte. Ces trois types de contrôle peuvent être faits aussi bien sur les recettes que sur les dépenses. Alors, si vous regardez les trois types de contrôle, les contrôles a posteriori où on laisse les gestionnaires poser les actes et revenir une année, 2 ans, 3 ans pour regarder les actes qu'il a posés. On a laissé quelqu'un gérer les fonds de l'État, on revient une année, 2 ans après, on regarde. On a laissé quelqu'un collecter les recettes de l'État pendant une année, seul, en toute liberté, dans un pays où le contrôle interne est anéanti complètement. On laisse les gestionnaires collecter les recettes de l'État ou on laisse les gestionnaires poser les actes en termes de dépenses. Or, on vient une année après regarder comment il a collecté les recettes, quelles sont les fautes qu'il a commises, comment il a fait les dépenses, quelles sont les fautes qu'il a commises. On retient les observations, il a commis telle faute, il a commis telle faute, il a commis telle faute. Dans un contrôle concomitant, on dit non, je ne le laisse pas, je viens avec lui, il va collecter la recette, je regarde comment il fait. Il veut faire la dépense, je regarde comment il fait. Ça, c'est le contrôle concomitant. Et le contrôle a priori, le coordonnateur va vous expliquer, nous les plaçons avant même que la personne puisse commettre l'acte, puisse même exécuter sa dépense ou sa recette. C'est un contrôle placé au niveau de la conception. C'est-à-dire, lorsqu'un gestionnaire conçoit de faire une dépense, il est obligé de faire une programmation en termes de gestion. Il dit, c'est moi, voici ce que je dois faire comme dépense. Il programme. Le contrôleur prend la programmation. Il examine la programmation. Tout ce qui est programmé, il décèle les irrégularités, tout ce qu'on cache derrière cette programmation, et il dit au gestionnaire, à l'analyse de votre programmation, me pousse à vous dire, cet acte vous ne posez pas, ça vous ne posez pas, ça vous pouvez poser, ça vous pouvez poser. Nous sommes au niveau de la conception. L'acte n'est pas encore posé. Donc nous les contrôlons déjà dans la conception, dans la programmation, pour déceler les irrégularités, enlever ça dans la programmation, dans la conception, et pour lui laisser seulement des actes jugés réguliers. Du côté de la recette, quelqu'un est en train de programmer, de faire une recette. Quand on n'a pas encore encaissé, on vient regarder dans sa planification, dans sa programmation, comment il a fait pour nous rassurer que la collecte de cette recette est maximale, que les choses ont été bien faites. On lui dit, c'est bien, tu peux faire, mais non, tu ne peux pas faire, parce qu'on constate tel, il faut corriger. Ça, c'est le contrôle a priori. Ce que les gestionnaires n'aiment pas, c'est le contrôle a priori. Et voilà pourquoi
quand on déroule un contrôle a priori, les gestionnaires écrivent, il s'agit de la cogestion, ils commencent à gérer avec nous. Non. La gestion, c'est le moment où vous posez l'acte. Le contrôle a priori, c'est dans la conception, c'est dans la programmation des actes que vous voulez poser. Donc la gestion est placée après, le contrôle il est placé avant. Il est sur la conception, sur la programmation. C'est ça le contrôle a priori. Alors, quand vous déroulez un contrôle a posteriori, qui laisse la personne poser les actes il y a 2 ans, il y a 3 ans, qu'est-ce que nous constatons? J'aimerais que vous puissiez comprendre que l'efficacité d'un contrôle réside dans sa capacité d'appliquer les recommandations ainsi que les sanctions. Si le contrôle n'est pas assorti de recommandations applicables ou de sanctions, c'est un contrôle inefficace. Alors, quand vous déroulez un contrôle a posteriori, les problèmes rencontrés au Congo, c'est quoi? Quand vous faites un contrôle a posteriori, vous avez affaire à quelqu'un qui a géré en 2022. Il a détourné. Il a l'argent entre ses mains. Il a la possibilité de manipuler et la justice et les autorités administratives et même un groupe de jeunes qui vont faire des pancartes pour lui, un groupe de journalistes qui vont commencer à parler pour lui. Donc, quand vous déroulez vos contrôles a posteriori, vous avez affaire à des situations comme ça. Vous terminez, oh, en 2020, il avait fait ça, il avait fait ça. Vous allez à la justice, lui, il a déjà ces moyens-là. Il peut même dire là-bas, je l'ai, nous pouvons nous partager. Et là, on vous attend, vous venez avec vos histoires là-bas et tout, on vous écoute et tout. Et à la fin, vous avez un revers. Parce que la personne, vous avez fait un contrôle a posteriori, la personne a eu des moyens entre ses mains, il a eu à manipuler tout le monde, les jeunes, la presse, la justice, les autorités, tout le monde dans sa poche. Et vous êtes les seuls à venir lui dire, vous avez volé l'argent, vous l'amenez chez l'autorité administrative. Il traîne les pas pour appliquer les sanctions. Au moins, l'autorité administrative va appliquer le code à Tababazo, mais il ne veut pas partir. Il ne veut pas s'exécuter. Vous allez à la justice, vous voyez, on est en train de vous tourner en rond avec des théories, des droits, et tout, vous explique des choses. Et pendant que vous faites ça à la presse, vous allez voir un journaliste qui parle. Ah, pas, l'inspection générale des finances a été recadrée. Et vous allez voir. Et vous êtes en train de subir des coups. Tout simplement parce que le contrôle a priori a permis, a posteriori, a permis à la personne d'amasser des moyens, de manipuler la société civile, de manipuler la presse, de manipuler les autorités administratives, de manipuler la justice. Et vous allez faire ça pour arriver au résultat. Donc, tous ces contrôles, a priori, posent un problème de l'inefficacité dans l'application des recommandations. Vous faites un contrôle a posteriori, vous dites, désormais, vous allez faire les choses comme ça. Quelle est la force que vous avez pour qu'ils puissent vous obéir? Vous n'en avez pas. Vous faites les contrôles a posteriori, vous appliquez, vous avez des faits, vous dites, bon, on va appliquer les sanctions. Vous allez chez les ministres sanctionner un DG. Les ministres vous regardent, il ne sanctionnera pas. Je me suis battu avec un ministre pendant 6 mois pour sanctionner les DG des Cobri, pour sanctionner les DG de la Régie des eaux et tout et tout. Parce que ces gens, quand ils ont volé en 2020 ou en 2021, ils se sont partagés l'argent. Et peut-être que c'est lui qui lui a demandé de faire ça. Et vous venez faire votre contrôle a posteriori, vous dites au ministre, il faut sanctionner les DG. Vous êtes devant une évidence. Vous voyez les choses claires. Mais lui, il voit aussi les choses claires, mais il voit aussi sa poche. Donc, vous lui demandez de faire l'impossible. Parce que c'est lui qui a commandité l'opération. Donc, tous ces contrôles a posteriori posent des problèmes de l'application des sanctions. Tous ces problèmes consacrent l'impunité. Et quand vous n'arrivez pas à sanctionner dans le cadre des contrôles a posteriori, vous avez crié, vous avez parlé, la personne n'est pas sanctionnée, on entre dans le cycle de l'impunité. Demain, quand vous revenez, les mêmes gestionnaires disent, ça la contrôle total, après c'est au souka. Moi, j'ai des moyens entre mes mains,
je vais manipuler. Et la conséquence, c'est l'affaiblissement des organes de contrôle. Et vous venez là-bas, vous contrôlez, personne ne peut même avoir peur de votre contrôle parce que vous contrôlez des choses passées, de l'argent que les gens ont pris, ils se sont partagés avec une bande de gens. Parce que la criminalité financière, c'est un réseau. C'est un réseau et les gens ne prennent pas l'argent seuls. Ils se partagent avec un certain nombre de gens. Et quand vous venez, vous allez toujours voir des gens qui vont dire, oh non, mais écoutez, vous savez, et vous regardez, dans ce climat-là, il est impossible d'avoir un contrôle efficace. Ce contrôle a posteriori pose les problèmes de la normalisation des antivaleurs. Les organes de contrôle étant anéantis, parce que la personne est forte, c'est fini, vous n'avez rien fait, vous avez crié, on ne l'a pas sanctionné. La conséquence, c'est quoi? C'est que les antivaleurs sont maintenant normalisés. Voilà pourquoi l'inspection générale des finances, au vu de cette situation où les autorités administratives peuvent être manipulées, où les autorités judiciaires peuvent devenir faibles face à des personnes qui ont déjà entre leurs mains des moyens importants, on a décidé d'activer les contrôles a priori. On a activé les contrôles a priori. Les contrôles a priori et les contrôles concomitants, c'est-à-dire les contrôles qui se font le même jour que la personne a posé les actes, c'est ce qu'on appelle en République démocratique du Congo la patrouille financière. Donc, la patrouille financière, c'est un contrôle concomitant, un contrôle a priori, qui a pour objectif d'empêcher aux gestionnaires de poser des actes d'irrégularité, de censurer leurs actes avant que les actes soient posés, de manière à nous éviter les faiblesses que nous avons constatées dans les contrôles a posteriori. Voilà brièvement ce que vous devez comprendre de la patrouille financière. Je vais vous donner en termes d'exemple, du côté de la recette, comment on le fait. Le Cordo va vous donner les modalités, les objectifs. Comment on les fait? Je vais vous donner des exemples seulement. Du côté de la recette, des cas les plus récents de ces mois, des contrôles de la patrouille financière, du côté de la recette. Les services qui collectent la recette, je prends un service de l'urbanisme qui devait délivrer les permis de construire. Le permis de construire est délivré selon les mètres carrés de construction. Vous avez 10 000 mètres carrés de construction d'un immeuble. Les tarifs, la facture, c'est en mètres carrés. Celui qui veut construire, il vient au service de l'urbanisme. Je vais construire un bâtiment de 10 000 mètres carrés et je voudrais payer pour avoir l'autorisation. Les agents de l'urbanisme ont dit non, 10 000 mètres carrés, ce serait trop, ça va vous donner 150 000. On met tout d'abord 500 mètres carrés, le reste c'est avec nous, on se partage et puis on vous donne l'autorisation, vous allez construire. Ils ont fait la facture pour que la personne puisse aller payer au compte de l'État, ils y font avec 500 mètres carrés. Alors que l'immeuble, il est de 10 000 mètres carrés. Nous avons placé les contrôles à quel niveau? Dès lors qu'ils terminent la facture, avant que la facture puisse être encaissée, nous avons un bureau de stock. C'est-à-dire, tout ce qui vient là-bas, vos factures, donnez-nous, on vérifie la régularité, on peut vérifier sur le terrain, on dit cette facture inconforme, on les laisse être encaissées. Donc, nous avions constaté que la facture qu'on devait encaisser, l'autorisation qu'on devait accorder, en réalité, la personne a 10 000 mètres carrés, mais l'État devait encaisser 500. Et nous prenons la facture, nous mettons le cachet annulé, à refaire, pour que ces gens-là puissent refaire. Donc, dans ce cas-là, ils sont obligés de refaire la facture à 10 000 et l'État qui allait encaisser, si on n'était pas là, $500, va encaisser les 15 000 $.
C'est ça la partie financière, un cas du côté de la recette. Je peux vous donner encore un autre cas que nous avions vécu il y a 2 mois. Une société qui doit s'installer dans le cadre des fibres optiques, Internet. Il veut obtenir une licence pour l'exploitation de 6000 km de réseaux de fibres optiques. Si vous calculez les 6000 km de fibres optiques, la société doit payer 12 millions de dollars pour avoir la licence d'exploitation du réseau. Les agents de PTNTIC, ils me suivent. Ils ont fait la taxation de 30 000 dollars, de 12 000 à 30 000 dollars. De 12 millions à 30 000 dollars. À 30 000 dollars. Et heureusement, la partie financière était là. Quand la taxation arrive pour être encaissée, dit stop, donnez tout d'abord. On regarde, on recalcule, on prend les arrêtés, on regarde. Non, ça doit être 12 millions. Je ne peux pas vous dire qui sont sortis derrière. Qui sont sortis derrière. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème très haut. Très, très haut. Des gens qui vous appellent, qui vous disent, non, vous voyez, il y a 200 000 ici. Vous voyez, il y a ceci. Toutes sortes de personnes. Donc, c'est ça les contrôles a priori. Avant l'encaissement de la recette, la facture est vérifiée, on s'assure de sa conformité et on autorise l'encaissement et la délivrance de l'autorisation que l'État devra donner. Je peux vous donner un autre cas du côté de la dépense. Dans une entreprise de l'État, un gestionnaire fait acheter une maison pour compte de l'État. Il amène le document et tout. On dit, bon, avant que le paiement s'effectue, comme vous avez programmé, nous examinons la programmation. On examine, on trouve que la maison, en réalité, ne devait coûter que 2 millions. On met 5 millions parce que quand 5 millions ça sort, ils vont se retrouver pour se partager. On dit, stop, cette dépense ne peut pas être de 5 millions, elle est de 2 millions. On a arrêté. Mais, malgré qu'on a arrêté, parce que nous, on travaille sur la programmation. Enlevez ça de la programmation, ou si vous voulez remettre de la programmation, mettez ça à 2 millions, ce n'est pas 5 millions. Une fois fini, comme c'était déjà planifié, tout le monde attendait l'argent. Les jours suivants, en dépit du conseil donné par les contrôleurs, le gestionnaire a payé la dépense. Mais nous avons des systèmes d'alerte au niveau des banques chaque jour. Lorsque nous vous prenons en métaux, nous surveillons vos comptes en banque et nous vous surveillons. Donc quand on vous dit de ne pas faire les choses, nous sommes en contact avec les banques. Chaque opération que vous envoyez au niveau des banques, nous sommes au courant, nous vérifions si c'est conforme à ce que nous sommes dit sur la programmation. Donc quand on lui a dit de ne pas faire, 2 jours après, il a envoyé le paiement à la banque. Et nous avons eu l'information. L'argent était même déjà sorti du compte de l'entreprise pour les vendeurs, pour qu'ils se retrouvent à se partager. On saisit l'argent dans les comptes du vendeur, on les remet dans les comptes de l'entreprise. Et on a commencé à payer. Ah, Jeff là, il exagère. Ah, Linguette là, exagère avec ces gens et tout. Et ces gens-là ne vont pas vous dire les terrains de notre bataille. Ils vont tourner pour là-bas, vous raconter des histoires. Mais le vrai problème, c'est là. L'argent qu'ils voulaient prendre. Vous n'avez pas peur qu'on vous tue? L'argent qu'ils voulaient prendre. Alors, nous avions déroulé ce type de contrôle, appelé la patrouille financière, avec comme avantage d'éviter que les détournements, la corruption, les irrégularités puissent être commises et que nous ne soyons pas soumis à l'opprobre d'avoir constaté des cas de détournement et que nous subissons des revers, les personnes ne sont pas sanctionnées. Donc,
la partie financière, c'est un contrôle a priori, un contrôle concomitant, c'est un contrôle préventif qui est placé avant que l'acte de gestion soit posé et qui a comme objectif d'empêcher la commission des actes d'irrégularité ou des actes de détournement des deniers publics. Avec la partie financière, vous entendrez de moins en moins que telle personne a volé, on l'amène en justice. Nous ne sommes plus là. Donc, si nous faisons aujourd'hui 10 missions, 8 missions, c'est la partie financière et 2 missions, c'est le contrôle a posteriori. Donc, nous avons fait cap vers un contrôle préventif, un contrôle. La patrouille signifie quoi? Nous l'avons trouvé où? Nous sommes inspirés de la police. Quand vous avez la police, vous avez les bureaux de la police avec les policiers chargés de mettre de l'ordre. Les policiers peuvent opérer de 2 manières. Ils sont là dans leur bureau, on vient, on leur dit non, les gens se battent là-bas par Zokisami. La police court là-bas, arrêter les gens, Bakota, et tout, ils viennent. La police aussi, une police préventive, c'est la police qui sait identifier les points chauds et dire, on ne reste pas ici, nous prenons notre véhicule, on circule à tous les points chauds, on circule. On arrive à Matongo, on trouve un affrontement, on descend. Hey, qu'est-ce qu'il y a ici? Venez. On étouffe un problème qui devait arriver. Donc, nous avions préféré que notre organe de contrôle, au lieu de rester, qu'on vienne vous dire, allez contrôler, on a des soupçons là-bas, il a volé, vous arrivez, il a déjà volé, nous avions mis la patrouille. Nous-mêmes, nous identifions les points chauds, nous n'attendons pas, nous sommes en permanence au point chaud en train de circuler. Malversation ou pas, nous sommes là en train de circuler. Nous sommes là en train de circuler. Et aujourd'hui, nous avons identifié 107 points chauds. Et les 107 points chauds sont sous la patrouille financière. Nous sommes en train de surveiller. Et là, il y a des grincements dedans. Quand est-ce qu'ils vont partir? La patrouille, on ne part pas. Si nous mettons une patrouille, nous y restons pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. Nous sommes là tous les jours. Chaque jour, chaque mois, nous changeons les patrouilleurs. Nous changeons les patrouilleurs, mais ils sont avec vous. Ils sont là, ils vous prennent en étau. Alors, la patrouille financière, son efficacité, c'est d'éviter la commission des irrégularités, et la patrouille financière a comme élément essentiel de réussite l'intégrité des patrouilleurs. Parce que si les patrouilleurs n'est pas intègre, c'est fini, la patrouille financière tombe. Donc, la réussite de la patrouille financière repose sur la motivation des patrouilleurs, son intégrité et son efficacité. Quand vous avez des patrouilleurs intègres, motivés, qui circulent, qui sont en train de vérifier tous les points chauds. Nous sommes là, nous vérifions la GKMI tous les jours. On vérifie. On vérifie l'OCC, on vérifie les FPI, personne n'échappe. Tout ce monde-là, personne n'échappe. On vérifie la DGI, on vérifie la douane. Nous sommes en train de les suivre. Donc, ceux qui sont en train de bouffer, c'est ce qu'ils avaient bouffé avant, avec les contrôles a posteriori. Maintenant, là, nous sommes avec eux et nous sommes en train de suivre les opérations chaque jour. Voilà un peu, mesdames et messieurs, la préférence de l'inspection générale des finances aujourd'hui sur les contrôles a priori appelés la patrouille financière par rapport au contrôle a posteriori. Le coordonnateur va vous expliquer maintenant concrètement comment nous déroulons ce type de contrôle. Merci. Voilà, c'est justement l'heure que je prenne même, je vais demander d'applaudir encore davantage pour la clarté. C'est un nombril général 4 étoiles. Oui. C'est vrai que ici, nous avons été éclairés sur la clarté même du fonctionnement des différents organes de contrôle, c'est ça?
la prééminence des uns sur les autres et surtout le rôle que joue l'inspection générale des finances, les difficultés qu'elle peut rencontrer et cette bataille finalement la plus décisive de mener, n'est-ce pas, cette fameuse patrouille. Hein? Et donc, franchement, je pense qu'il y a des raisons de garder l'espoir et de considérer qu'il y a des hommes et des femmes déterminés pour donner l'impulsion, qu'il y a une volonté d'échanger ce pays de manière positive. Nous accueillons Monsieur l'inspecteur Herman qui va lui poursuivre donc cet exposé. Comme je l'ai dit à la fin, toutes les questions qui n'ont pas été recensées, on y reviendra. Et il y aura, à mon avis, une approche assez transversale, différents orateurs pour aborder et apporter des réponses à vos préoccupations. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Herman Yedeza. Je le répète, je sais que vous ne savez pas le retenir. Mais voilà, je le dis quand même. J'ai la lourde tâche de continuer l'exposé que l'inspecteur général chef de service a assez brillamment brossé. Et je voudrais surtout nous faire gagner du temps. Et donc, je vous demande votre indulgence de pouvoir passer assez rapidement sur certaines diapositives. Certaines sont un peu techniques. Si j'ai l'impression que certaines d'entre vous dorment, je n'insisterai pas outre mesure sur ces diapositives. Donc, on va plutôt parler de l'organisation de la patrouille financière, sachant que, comme on l'a vu dans l'introduction, c'est un contrôle administratif, c'est un contrôle externe, et c'est un contrôle qui se fait avant. Quand vous faites un contrôle externe, vous ne connaissez pas le business que vous contrôlez aussi bien que les gens qui y travaillent. Et lorsque vous le faites en plus a priori, parce que vous voulez éviter l'inefficacité du contrôle a posteriori, vous devez l'organiser de telle façon que vous puissiez atteindre les objectifs. Et donc, si on peut avoir la suite. On va dérouler l'exposé en 3 points principalement. Les sous-points qui sont dans les premiers points, vous le retrouvez dans les 2 autres points. Donc, on va parler de l'organisation du contrôle, de sa pratique et des résultats. Dans le premier point, l'organisation du contrôle, l'inspection générale des finances a, si on peut regrouper, 3 grands domaines d'activité. Il y a d'abord le contrôle des recettes, il y a ensuite le contrôle des dépenses et en les regroupant, le contrôle des organismes publics. Dans ces organismes publics, il faut voir les entreprises du portefeuille, les établissements publics, les provinces et les entités territoriales décentralisées. D'une manière générale, toutes les entités, les structures publiques qui ont une autonomie administrative et financière et qui généralement tiennent elles-mêmes plutôt leur comptabilité. En matière de recettes, on est déjà au 5e objectif. Si on peut rentrer au premier, c'est mieux. Voilà. La patrouille financière a pour objectif principal d'encadrer et de surveiller les opérations de mobilisation de recettes. Nous sommes dans un système déclaratif. Et ça veut dire, vous le connaissez comme en Belgique, les assujettis doivent venir déclarer ce qu'ils doivent payer et les services qui reçoivent ces déclarations doivent vérifier si elles sont bien faites, les mettre en recouvrement
et poursuivre ce recouvrement. Ceux qui ne déclarent pas doivent être relancés. Et hier, le chef de service a souligné une des caractéristiques de notre économie, de notre système de gestion de finances publiques, c'est que tout le monde veut profiter de l'État. Tout le monde se dit où est-ce que je peux arrondir mes fins de mois. Et ceux qui sont dans les recettes, ils essaient d'arrondir leur fin de mois, généralement en fermant les yeux. Celui qui ne vient pas déclarer, je peux l'appeler, ah non, mais oh, laisse cette affaire-là, passe à la maison, tu vas trouver quelque chose. Celui qui n'a pas bien déclaré, il a déclaré, mais pas bien, je lui donne un coup de fil, j'ai vu que tu as voulu tricher, non, laisse tomber, passe, je te donne quelque chose. Et donc, si vous voulez le faire après, voilà, vous avez des receveurs de douane, des gens qui ont remonté le fruit de leur forfaiture beaucoup plus haut et vous avez des coups de fil de tout genre. Si vous le faites avant, l'objectif que vous avez, c'est de veiller à ce que les gens ne ferment pas les yeux. Donc cet objectif-là, vous l'avez en vous assurant de la conformité de la taxation. Vous devez voir toutes les personnes qui disent « moi je n'ai pas d'activité », alors que vous savez qu'il a été payé dans telle entreprise, qu'il a été payé dans telle entreprise. Et donc, quand vous venez faire un contrôle a priori en matière de recettes, ce que vous devez faire, c'est de pousser les gens qui travaillent à bien faire leur travail. Et vous devez être derrière eux. Combien vous avez reçu de déclarations? Combien vous devez en recevoir? Où sont les restes? Est-ce que vous leur avez écrit? Si vous leur avez écrit, où sont les preuves du dépôt de courrier que vous avez? On peut passer à la suite. Donc, en gros, sont listés là-bas les objectifs que nous cherchons lorsque nous venons faire une patrouille financière dans un service qui a pour tâche principale de collecter les ressources publiques. En matière de dépenses, on va essayer d'aller rapidement. En matière de dépenses, bon, on est encore dans les recettes. Quand vous faites, on peut avoir la diapo précédente, merci. Quand vous faites cette surveillance pour éviter les omissions, les négligences ou les collisions, où est-ce que vous vous placez? Et si vous ne vous placez pas au bon endroit, vous ne pourrez pas faire ce travail-là. Ce n'est pas tout de dire que je vais faire du contrôle a priori. Encore faut-il bien le faire. Donc, lorsque vous êtes dans les recettes, vous vous placez après la taxation. Si vous vous placez avant la taxation, ça veut dire que vous faites le travail des administratifs à leur place. Et donc, les gens vont crier, l'IGF est venu faire notre travail à notre place. Vous devez les laisser faire leur travail. Il y a 4 phases dans la recette. La recette est d'abord constatée, et généralement, c'est la personne qui déclare, qui constate que moi, voilà, j'ai un immeuble d'autant de mètres carrés, je dois payer autant. C'est la personne elle-même qui le dit. Et qui liquide, parce que la personne connaît le taux. Avec le mètre carré, voilà ce que je dois payer. Et les services de l'État font ce qu'on appelle le contrôle de la taxation. Le contrôle de la taxation est fait par le service de l'État. Et quand ils ont fait cela, il y a un autre service ou un autre acteur qui va ordonnancer la recette. C'est-à-dire qu'il va donner l'ordre de payer. Et après, vous allez payer dans notre pays, maintenant nous payons au du système bancaire. Donc vous avez des 4 étapes administratives et une étape finale qui est financière, qui est le paiement. Le contrôle, a priori, en matière de recettes, nous positionnons ça au moment de l'ordonnancement. Après qu'on ait fait la constatation et la liquidation, c'est le déclarant, plutôt le redevable. La taxation, c'est le service administratif et l'ordonnateur. Juste avant de donner l'ordre de payer, c'est à ce moment-là que nous vérifions que tout a été bien fait. Avant de donner l'ordre de payer, on vérifie toutes les étapes de la recette. Donc, le positionnement se fait après l'accomplissement des tâches de taxation, mais avant l'ordonnancement pour paiement. Et en matière d'exonération, parce que l'exonération, finalement, les gens ne payent pas, nous contrôlons, nous nous plaçons avant la décision d'exécuter l'ordonnancement, l'exonération. On vous a expliqué hier le mal des exonérations dans notre économie, dans nos finances publiques,
qui ont fait échapper énormément d'argent. Et donc, pour limiter ces exonérations, on ne va pas se placer avant la décision d'octroi d'exonération, parce que c'est une décision politique, c'est une décision qui ne relève pas des structures qui sont sous notre contrôle, mais nous nous plaçons au moment de l'exécution. Alors, beaucoup de gens nous disent que vous êtes en train de sanctionner les ministres. Nous disons non, nous appliquons la loi, parce que nul n'est au-dessus de la loi. En matière de gestion de portefeuille, c'est-à-dire que dans les administrations fiscales, on regroupe les assujettis en portefeuille. On dit, vous allez gérer les entreprises de télécommunications. Vous autres, vous allez gérer les entreprises de transport. Chacun a son portefeuille. Et quand on est à ce niveau-là, il faut laisser chaque fois les gens faire leur travail. Donc le contrôle, a priori, en aucune façon ne doit se transformer à faire le travail de quelqu'un qui est défaillant. Il faut que la personne qui est défaillante apprenne à faire son travail et vous êtes derrière lui pour le pousser à faire son travail. Alors, les méthodes que nous utilisons pour faire ce travail, c'est d'abord valider les statuts. On nous présente dans chaque service de mobilisation de recettes, il y a en gros 25 000 contribuables en RDC. Ils sont répartis pour la direction des grandes entreprises, celle qui prend toutes les grandes entreprises et qui contribuent effectivement au budget de l'État. Ils sont autour de 800, un peu moins de 900. Et donc, dans ces 900-là, ils sont répartis en différents statuts. Ceux qui, pour une raison ou une autre, ils travaillaient dans une mine qui a été inondée, il va dire « je suis sans activité ». J'étais un fournisseur principal de Congo Airways et Congo Airways est tombé en faillite, peut-être que je n'ai pas d'activité, je vais me déclarer sans activité. Alors, peut-être que je fournissais CA, mais si personne ne vérifie que le monsieur qui se déclare sans activité est réellement sans activité, ce sont des recettes qui vont s'échapper. Donc, il faut à tout prix valider les statuts de tous ceux qui se disent inactifs, de tous ceux qui se disent sans activité. Il faut valider les listes des défaillants. Ces listes sont tirées par le système informatique de chaque service mobilisateur de recettes. On est ici au niveau des impôts. À chaque échéance, on tire une liste des défaillants. Mais cette liste-là n'est pas forcément exploitée. Et il y a des gens qui, parfois, mettent de bugs au niveau du système pour faire échapper certaines personnes qui n'ont pas effectivement fait les déclarations. Donc il faut aussi, je l'ai dit tout à l'heure, vérifier l'effectivité des relances. Ce n'est pas tout de voir qu'une personne n'a pas payé. On va vous dire, on lui a écrit, oui, mais est-ce que vous avez déposé la lettre? On peut vous montrer la lettre. Il faut qu'on vous donne la preuve du dépôt. Et ça, d'une manière quotidienne, la patrouille financière vérifie l'effectivité du dépôt de tous les acteurs qui participent à la mobilisation de la recette. Il y a également ce qu'on appelle dans le jargon des fiches de prise en charge. Chaque fois que je constate qu'une recette a été perdue, j'établis une fiche de prise en charge. Cette fiche de prise en charge est envoyée au service de recouvrement qui doit la prendre en charge, comme le nom le dit, pour émettre un avis de mise en recouvrement. On trouve énormément de fiches de prise en charge parce que les gens constatent. Quand on vient dire non, j'avais constaté, mais en fait, ils le mettent dans les tiroirs. Ils ne l'envoient jamais au service de recouvrement. Et quand ça arrive au service de recouvrement, encore une fois, le téléphone fait bien les choses, pour certains. J'ai ta fiche, qu'est-ce que j'en fais? Ah non, ne m'envoie pas la main, passe au bureau, on va parler. Et vous avez énormément d'actes comme ça qui restent en souffrance et qui font perdre de l'argent à l'État. Et de la même façon, quand vous allez en douane, quelqu'un peut faire venir 5 conteneurs, 10 conteneurs, il fait les déclarations, mais il s'arrange pour que la déclaration n'évolue pas. Parce que lorsque vous avez introduit votre déclaration, les services doivent l'enregistrer, doivent la valider et émettre un bulletin pour que vous allez payer. Mais bon, on dit, ok, votre déclaration reste là, on ne va pas la toucher, elle ne va pas bouger, et on s'arrange pour que la marchandise sorte. Et encore une fois, ce sont des sources de perte d'argent.
Donc, on va passer assez rapidement. Les autres cas, on pourra toujours revenir dessus lorsqu'on va vous donner les différentes formes dans les résultats et ce que nous trouvons comme résultat à travers la patrouille financière. Donc, je disais tout à l'heure que l'inspection couvrait à la fois les recettes et les dépenses publiques. En matière de dépenses publiques, nous avons ce que nous appelons la chaîne de la dépense. Donc, normalement, nous ne sommes pas encore dans des pays où chaque ministre peut ordonner et faire sortir de l'argent. La personne qui fait sortir de l'argent, c'est le ministre des Finances. Ou bien l'ordonnateur délégué, parce que normalement, la procédure est une procédure administrative. Les autres ministres sont des consommateurs de crédit qui font des demandes, qui passent par le ministère du Budget, et le ministère du Budget, après avoir contrôlé et liquidé, envoie au niveau du ministère des Finances qui, à ce moment-là, fait l'ordonnancement. Et après l'ordonnancement, ça va à la Banque centrale pour le paiement. En matière de dépenses, la procédure, on peut dire encore les 4 phases. Et qu'est-ce que nous cherchons à contrôler lorsque nous faisons la patrouille financière? Nos objectifs, c'est par rapport à ce que nous avons constaté préalablement comme dégâts dans cette gestion des recettes. Donc, ce que nous essayons de vérifier, c'est est-ce que les marchés publics ont été passés par la procédure régulière. L'État dépense énormément d'argent en marché public et généralement, c'est toujours en dehors de la procédure. Et lorsque nous venons et que nous constatons qu'un marché n'a pas été passé conformément à la procédure, on ne va pas plus loin, on arrête. Et donc, on le fait de manière anticipative et on ne vient pas constater les dégâts par la suite. Qu'est-ce que nous constatons également? C'est des dépassements des crédits. Il y a 2, 3 ans, 4 ans, il y a des ministères qui consommaient 6 fois, 8 fois les crédits qui leur étaient alloués. Et depuis que nous avons commencé à faire ce travail, ces dépassements de crédits ont quand même un peu régressé, même si les gens en parlent encore, mais de moins en moins dans des proportions inférieures parce que la plupart des dépenses qui n'ont pas de crédit ne peuvent pas passer. Pour qu'elles puissent passer, il faut que quelqu'un vienne débloquer, parce que c'est un système informatique. Dès que vous n'avez pas de crédit, vous êtes bloqué. Donc il faut que quelqu'un débloque. Et lorsque quelqu'un débloque, automatiquement, nous avons l'alerte et nous allons voir c'est quoi cette dépense pour laquelle on a débloqué de l'argent. Et donc, il y a aussi la justification des dépenses. C'est une des failles de notre système. Ceux qui volent de l'argent, ils ne prennent pas simplement de l'argent et le mettent dans leur poche. Ils vous fabriquent une opération. Ils vont vous dire, voilà, on a organisé un colloque à l'INB. Il y avait 500 personnes. Il y en avait 100, on va facturer pour 500 et la nourriture et ceci et cela. Comment vous allez vérifier ça? C'est à travers des pièces justificatives qui ont été invités, qui ont été... Et une dépense doit être documentée. Une dépense doit être documentée. Et si elle n'est pas documentée, si vous n'avez pas l'assurance que cette dépense est réelle, vous pouvez la bloquer. Et donc, ce qu'on nous essayé de faire également, c'est la fluidité dans le circuit de traitement. Quelqu'un a votre dossier et l'examine, ça peut prendre 5 minutes. Si c'est bon, il fait passer. Mais comme il a un intérêt, il ne va pas faire passer, il va le garder. Il peut dire, oui, mais vous avez votre dossier, mais on ne vous voit pas. Est-ce que les gens doivent passer dans tous les bureaux au circuit de leur dossier? Donc on essaie de veiller à ce que le circuit soit fluide et que lorsqu'une dépense traîne quelque part, ça aussi il y a des alertes. Pourquoi vous avez gardé ces dossiers? S'il est bon, vous le faites passer. S'il n'est pas bon, vous dites qu'il n'est pas bon. Mais il ne peut pas être ni bon ni mauvais et vous le gardez pendant 3, 4, 5 jours. Et ça aussi, ce sont des choses que nous vérifions. Donc, le positionnement, encore une fois, je l'ai dit, on doit distinguer 2 cas. Lorsque les gens passent par cette procédure normale, vous attendez encore une fois que chacun puisse faire son travail. Vous vous placez juste avant l'ordonnancement. Quand on doit donner l'ordre de payer, et là, vous passez toutes les dépenses. Vous pouvez avoir des critères parce que les opérations sont nombreuses. Vous dites, voilà, on va prendre tout ce qui dépasse le seuil, tout ce qui vient dans telle catégorie, mais vous vérifiez les pièces. Et ça, nous avons des collègues qui sont là.
tous les jours, matin jusqu'au soir, il vérifie les pièces. Si une dépense n'a pas de pièces, si une dépense n'a pas de crédit, si une dépense n'est pas justifiée, il rejette, il retourne la dépense. Et dans les réalisations, on va essayer de trouver quelques exemples de tout ce qui a été bloqué et qui n'est pas passé par cette phase. Maintenant, il y a une autre procédure qu'on appelle la procédure d'urgence, la procédure exceptionnelle, où le ministre des Finances, en lui-même, il concentre toutes les phases de la dépense. C'est lui qui engage, c'est lui qui liquide, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui ordonne. Et là, c'est difficile de positionner un contrôle a priori. Donc, nous disons que c'est une patrouille financière, parce que lorsque le ministre des Finances fait une dépense par la procédure exceptionnelle, au moins le même jour, nous avons l'information. Donc, au jour le jour, nous avons la liste de tout ce qui sort par la procédure exceptionnelle. Et ça, lorsque nous les avons, nous demandons les pièces, et si ces pièces sont là, nous les examinons. Si nous ne sommes pas satisfaits, nous descendons auprès des services qui vont bénéficier de cet argent. Et là, on revient pratiquement dans un contrôle a priori parce que nous arrivons avant l'argent. On sait que vous avez reçu 3 millions pour lancer la campagne agricole. Ok, c'est bien. Mais on a regardé dans votre dossier, on n'a pas vu les fermes qui étaient concernées, on n'a pas vu les cultivateurs, les produits, mais on a vu que vous avez 3 millions. On descend, on dit, maintenant, utilisez les 3 millions. Donc là, généralement, si nous n'utilisons pas les personnes qui sont dans le niveau de la chaîne, automatiquement, nous lançons un ordre de mission, nous prenons d'autres collègues qui vont là où l'argent doit être utilisé pour veiller. On dit, voilà, il y a un câble électrique qui est tombé sur Matadi Kibala, on doit indemniser les gens. Combien? 15 millions de dollars. Ok, pas de problème. Personne n'a des listes, personne n'a... On sait que c'est 15 millions. Qu'est-ce que nous faisons? Nous descendons, nous arrivons avant l'argent et à ce moment-là, nous faisons ce travail sur place. Donc, les méthodes, voilà, il y a un intrus. On va essayer de faire avec. Donc, nous analysons la conformité des dossiers parce qu'il y a un vade-mecum de pièces justificatives qui dit lorsque voilà, le cordeau de l'IGF va en mission, il faut qu'il y ait un ordre de mission, il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait cela, il faut qu'il y ait cela. Et s'il y a tout ça, il doit avoir un visa, il doit avoir ceci, alors on paye. Et quand il revient, il ramène le boarding pass pour montrer qu'il a vraiment pris l'avion et voilà, il doit aussi faire un rapport. Maintenant, lorsque vous avez une dépense d'émission, vous regardez, est-ce que toutes les pièces qui sont exigées sont là. Vous vérifiez également les adresses de paiement. Si on doit payer un prestataire qui est au Sénégal et qu'on paye par une ASBEL ou une SPRL qui se trouve à Matougué, vous dites qu'il y a un problème. Nous savons payer directement les prestataires qui sont à l'étranger avec les systèmes des IBAN et des codes SWIFT ou des codes BIC. Il n'y a aucune raison que l'on paye quelqu'un du Sénégal par un compte qui est au Congo. Donc, si vous avez des problèmes avec les adresses de paiement, vous tiquez et vous bloquez. Et si vous avez, pour une raison ou une autre, l'impression que cette dépense a déjà été effectuée, on a eu une fois, l'État a sorti de l'argent pour un concours d'improvisation théâtrale. Ce n'est pas des choses qui arrivent tous les jours. Si vous voyez qu'on a sorti de l'argent pour un concours d'improvisation théâtrale, même l'année d'après, c'est quelque chose qui vous reste dans la tête. Et puis on sort encore de l'argent 6 mois après pour un concours d'improvisation théâtrale. On dit non, on a déjà vu cette dépense-là. Sortez. Et puis on se rend compte que c'est un double paiement. Quelqu'un reprend les mêmes pièces, les réintroduit dans les circuits pour faire sortir de l'argent. Et ça, c'est des choses qui arrivent souvent. Il faut vraiment avoir une mémoire d'éléphant pour se souvenir. Mais généralement, ce genre de cas, vous les voyez revenir et vous dites non, mettez ça de côté, renvoyez. Il y a un recyclage des pièces justificatives. Donc, c'est avec toutes ces méthodes qu'on fait ce contrôle. Toujours en matière de dépenses, dans les dépenses
en urgence, je vous ai dit, lorsque la dépense est exécutée, nous descendons sur place, nous accompagnons des fonds. En fait, dès qu'on a commencé à le faire, il y a même des ministres qui ont commencé à nous prévenir. Voilà, on doit aller indemniser les gens parce qu'on doit agrandir tel aéroport. Est-ce que vous ne pouvez pas mettre 2 ou 3 inspecteurs pour aller vérifier? Il y a eu une inondation à Bumba, tout le monde est inondé, on doit aller et généralement nous accompagnons. Donc, en matière de dépenses en urgence, on est déjà passé par là, on peut continuer. Et nous arrivons auprès de ceux qui ont eux-mêmes leur propre gestion. Parce que généralement, ils ont leurs propres recettes et ils gèrent dans leur propre circuit. Ce sont les entreprises publiques, ce sont les établissements publics, ce sont les provinces et ce sont les ETD. Là, dedans, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons d'abord à éviter une gestion, une navigation à vue. On a des grandes entreprises aujourd'hui en RDC qui sont incapables de planifier les dépenses. Quand vous leur dites quels sont vos plans, ah non, nous sommes une structure d'exploitation, nous sommes sujets à des pannes. On doit pouvoir réagir en urgence. Même les pannes, là, elles sont récurrentes, on sait les prévenir. Vous savez, et c'est quelque chose qui n'existait pas. Alors, notre objectif quand nous faisons ce contrôle, c'est de forcer ces entreprises à développer des outils de gestion prévisionnelle. Notre objectif, c'est de les forcer à respecter les cadres organiques. On a parlé des hôpitaux de 70 lits qui ont 800 médecins, des bureaux qui gèrent 2 écoles avec 10 enseignants, mais ils sont à 100 pour gérer 10 enseignants. C'est toutes ces choses, quand vous leur demandez pourquoi, ils disent « Ah, on a reçu des pressions. On a reçu des pressions. » Comme nous, on est là, on dit « Ok, votre situation du début du mois, du début de l'année, voilà. Vous avez payé 200 personnes, vous n'en payerez pas un de plus. » Et on bloque comme ça, et on vérifie un peu, et on oblige les gens à respecter. Mais un point très important, c'est obliger les structures publiques à respecter leurs obligations fiscales. Des gens, vous avez lu dans la presse, dans une entreprise publique, des gens ont eu 800 000, 1 million de primes. Bon, admettons que ça soit normal. Mais quand vous avez un revenu, vous devez payer l'impôt. Les gens qui travaillent chez nos frères, les Libanais, les Indiens, ils sont payés 50, 100, 200 $. On leur prend l'impôt systématiquement. Comment pouvons-nous admettre que des mandataires publics puissent prendre 30, 40, 50 000 $ sans payer l'impôt? Donc, c'est que nous, quand nous sommes là, nous venons, chaque fois qu'un mandataire doit être payé, chaque fois qu'un administratif ou un cadre doit être payé, il faut qu'on soit sûr qu'il a payé l'impôt. Et ça, nous le vérifions. Sinon, nous n'autorisons pas le paiement. Donc, on vérifie que tout le monde puisse respecter ses obligations fiscales. Et lorsque on doit payer un fournisseur, le fournisseur lui-même doit être connu des fiscs. Les chefs de service d'hier, dans de grandes entreprises, ont traité avec des gens qui n'étaient pas connus des services fiscaux. Donc, on essaye toujours, encore une fois, les marchés publics, parce que c'est à travers les marchés que généralement les gens voient. On a des entités, des communes, des territoires au Lualaba qui, Madame la gouverneure m'excusera, manipulent 10 fois plus d'argent que la province de Maïdo. Hein? On est tombé de dénonciation. Un chef de secteur faisait sortir chaque mois 1 million, 2 millions de $. Dans sa chefferie, dans son secteur, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'école, et il avait comme ça, chaque mois, 1 million, 1 million, 1 million en cash. Hein? Et lorsqu'on lui dit, ah non, on a imité ma signature, il fait fuir secrétaire et tout ça, on va voir un peu si on peut dérouler. Donc, à ce moment-là, il faut positionner le contrôle au moment de la programmation. S'il n'y a pas de programmation, il n'y a pas de dépense. En même temps, il ne faut pas les bloquer. Parce qu'ils vont vous dire, oui, mais il n'y avait pas de papier toilette parce que les inspecteurs n'avaient pas validé la dépense. Parce que, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si vous venez contrôler et qu'ils ne savent pas se servir, ils vont bloquer la machine.
Et lorsqu'ils bloquent la machine, ils vont vous mettre ça sur le dos. Quand les travailleurs se tombent malades, on n'a pas payé la formation médicale, c'est à cause des inspecteurs. Et vous vous retrouvez dans des entreprises de grande masse, vous allez vous retrouver, vous êtes 3, 4, les syndicats, et tout le monde vous tombe dessus. Et ça, c'est des choses qu'il faut éviter de tomber dans ce piège-là. Nous leur disons, voilà, vous devez programmer vos dépenses, mais vous devez, dans cette programmation-là, vous connaissez vos dépenses récurrentes, vous devez mettre une provision que vous allez justifier après l'utilisation. Si vous devez acheter du carburant parce que le groupe électrogène tombe en panne, il ne faut pas venir chercher les inspecteurs. Si vous devez enterrer quelqu'un parce qu'il est mort, ne dites pas qu'on ne l'a pas enterré parce que les inspecteurs sont là. Vous devez mettre une provision, et le chef de service a dit qu'on a un système où on suit au jour le jour. Lorsqu'un plan est introduit au niveau d'une équipe, l'équipe est obligée de verser le plan dans la plateforme et nous pouvons voir. Évidemment, nous ne faisons pas non plus le travail de l'équipe, mais on sait s'assurer que les objectifs que nous leur donnons, ils les respectent. Il faut qu'il y ait une provision à justifier et ils vont justifier ça au prochain plan de trésorerie. Donc, il y a des dépenses imprévisibles qui peuvent arriver, qui ne sont pas dans la provision. Et nous leur disons, vous les gestionnaires, si vous considérez que la dépense est urgente et qu'elle était imprévisible, vous l'exécutez. N'appelez pas les inspecteurs à « non, on doit absolument évacuer quelqu'un en Afrique du Sud ou parce qu'il a un cas. » Non. Si elle est urgente, elle est imprévisible, même si elle n'est pas dans la programmation, elle ne peut pas être exécutée dans la provision, vous l'exécutez et vous le justifiez. Et donc, parmi les méthodes de la patrouille financière, on exige d'abord que des délais soient respectés. Nos équipes ont 48 heures, pas une de plus. Nos équipes doivent dire, c'est bon, on valide, c'est pas bon, on ne valide pas. Vous ne gardez pas un plan de décaissement pendant 4 jours ou quoi pour dire, et ça c'est vraiment une exigence que nous avons, et on marque des dates, des heures. Il y en a qui le remettent en papier, il y en a qui le remettent en électronique. Lorsque c'est en électronique, la traçabilité est encore plus facile. Et les plans, on examine les dépenses qui sont planifiées par rapport aux pièces justificatives, parce que les tares que nous trouvons dans la gestion publique, ce sont les mêmes que nous trouvons dans les provinces, et on vérifie si l'impôt qui est dû a été retenu à la source. Que ce soit l'IPR pour les profits, plutôt les rémunérations des mandataires, que ce soit la TVA pour les prestataires. Tous les gens qui viennent faire des affaires avec l'État doivent payer l'impôt. Et si, pour une raison ou une autre, l'impôt n'est pas payé, nous leur disons, on va vous payer, en matière de TVA, on va vous payer 80%. La TVA, c'est 16% au Congo, mais on va vous payer 80%. Parce que lorsque vous avez 4% encore à récupérer, on sait que vous allez revenir. Si on garde 16%, la personne va dire, ils ont gardé, et puis on part. Donc, ce que nous faisons dans cette matière-là, nous vérifions. Et nous ne vérifions pas avec les attestations fiscales. Au début, on a commencé à faire, et puis on s'est rendu compte qu'on nous a produit énormément de fausses attestations. Nous vérifions avec les déclarations. Vous venez avec les déclarations de 4-5 derniers mois avec les preuves de paiement. Ça ne sert à rien d'aller chercher une attestation où un fonctionnaire encore indélicat va signer et certifier que vous payez vos impôts alors que vous avez une ardoise que vous traînez derrière vous. Vous amenez vos déclarations. Et si pour encore une raison ou une autre, vous déclarez 30 000 et vous passez des contrats de 5 millions, là ça ne passe pas. Si vous passez des contrats de 5 millions, à ce moment-là, les inspecteurs qui sont là, on vous dit régularisez votre situation fiscale. Donc, en matière de la vérification et la fiscalisation des partenaires, l'absence des dépenses exécutées hors plan, le risque est facile, la tentation est facile, en disant, bon, on va avoir des dépenses qu'on va donner aux inspecteurs et d'autres dépenses qu'on ne va pas leur donner, qu'on va les exécuter nous-mêmes. Les inspecteurs ont le droit, on va le voir dans les moyens juridiques, d'interroger toutes les banques.
et de voir les dépenses que vous avez faites sur une période sans les avoir déclarées. Et lorsque ce genre de cas arrive, il y a des mesures assez importantes qu'on est capable de mettre en œuvre. Alors, en matière toujours d'organisme public, ce que nous essayons de faire, d'observer lorsque nous mettons en œuvre ce contrôle, c'est que qu'on évite la remarque de dire « vous co-gérez avec nous ». Parce que les gens disent « ah, mais c'est quand même moi le DG, pour faire ceci, il faut que l'inspecteur, pour faire ceci, alors le jour où ça ne va pas marcher, il faudra aussi être là avec moi ». On dit « non, non, nous ne co-gérons pas avec vous, c'est vous qui gérez ». Nous, ce que nous faisons, c'est qu'avant votre gestion, avant que vous n'exécutiez votre gestion, que vous l'avez définie, nous vérifions sa légalité. Mais c'est vous qui dites qu'aujourd'hui, je vais faire telle activité. On ne vous dit pas de faire cette activité-là. Si vous êtes Congo Airways et que vous voulez réparer vos avions, vous faites votre réparation comme vous l'entendez. Si vous voulez acheter des avions, c'est vous qui faites le choix de réparer ou d'acheter. Mais dans un cas comme dans un autre, nous vérifions que dans la mise en œuvre de votre choix, vous avez respecté la loi. Donc c'est vous qui gérez, ce n'est pas nous. Nous contrôlons la gestion avant, dans les mêmes conditions que nous l'aurions contrôlé après. Si on était venu après, mais ce que nous préférons faire, c'est de venir avant. Donc nous leur disons, nous ne faisons pas la co-gestion, nous faisons du contrôle. A priori comme a posteriori, ce sont les mêmes méthodes. L'avantage, c'est que lorsque vous êtes un contrôle a priori, si vous constatez une irrégularité, vous l'empêchez. Si c'est une irrégularité qui exige réparation, vous exigez la réparation. Donc tout ce qui est recommandation en contrôle a posteriori deviennent des actions dans un contrôle a priori. Et donc vous avez les résultats parce que vous avez les actions. J'ai parlé de renforcement des moyens juridiques. Il ne suffit pas de venir avant pour être efficace. Donc lorsque vous venez avant, vous devez avoir les moyens. Je vois le modérateur en train de monter. C'est un signal que je dois aller encore plus vite. Vous devez avoir les moyens je dis tout à l'heure que les gens qui font des opérations qui n'ont pas été validées peuvent être sanctionnés. Les inspecteurs des finances peuvent demander le blocage de compte. Interdire tout mouvement de sortie d'un compte. Les inspecteurs des finances peuvent suspendre un comptable qui a fait des opérations qui n'ont pas été autorisées. On va aller encore plus vite. Et dans la pratique, c'est un contrôle qui demande énormément d'efforts, de temps. Parce que comme l'a dit le chef, lorsque vous placez les gens, vous devez les placer sur une longue période. Si vous les placez pour 1 mois ou 2 mois, les gens vont dire, OK, on va garder le dossier, attendez, ils vont partir. Si quelqu'un veut faire, non, ne venez pas maintenant, il y a des inspecteurs, ils vont partir dans 2 mois. Alors, nous signons ces ordres d'émission généralement pour 90 jours. Et on les change régulièrement, parce qu'il faut éviter l'accoutumance, mais on est là de façon permanente dans certaines entreprises depuis pratiquement 2 ans. Donc, les graphiques ici montrent que en termes d'hommes-jours, donc les missions d'encadrement nous prennent énormément de ressources. On peut continuer. Et on est dans des points chauds. Ça ne veut pas dire qu'on est partout. Si vous prenez les entreprises du portefeuille, sur une vingtaine, on est sur la moitié. Donc le nombre, c'est, vous voyez, ceux qui sont hors encadrement et sous encadrement, c'est le même nombre. Mais en termes de chiffre d'affaires, on est pratiquement à 100%. Parce qu'on est à la GECAMINE, on est à la SNEL. La GECAMINE, c'est 24% de chiffre d'affaires de toutes les entreprises du portefeuille. La SNEL, c'est 33% du chiffre d'affaires de toutes les entreprises du portefeuille. Et donc, lorsque vous êtes seulement à ces 2 endroits, mais on est partout. On est à la Régie des eaux, on est à la... donc, on essaye d'être dans des points chauds. Et lorsque vous prenez les établissements publics, on sait ceux qui bénéficient d'une parafiscalité. Tu n'as pas besoin d'aller créer. Non, l'argent entre chaque mois. Ton problème, c'est de dépenser. Alors nous, on va surveiller la façon de dépenser. Les effets de la patrouille financière, on va aller rapidement. Je vais juste prendre
je vais rester ici. On a dit que le drame en matière de recettes, c'est, comment dirais-je, l'inaction des services. Et là, vous avez les avis de mise en recouvrement qui sont émis. Mais ces avis de mise en recouvrement, pour être émis, il faut qu'on traite de fiches de prise en charge. Ces fiches de prise en charge que les gens élaborent, qu'ils mettent sur la table ou qu'ils mettent dans les tiroirs. Et quand on les envoie chez les receveurs, eux aussi toujours peuvent le mettre sur la table et ne pas les envoyer. Avec la patrouille financière, on voit qu'en 2020, par exemple, au niveau de la grande direction de la DGE, on avait émis que 994 avis de mise en recouvrement. L'année d'après, on est passé à 1732. Le nombre de redevables n'a pas changé. Ils gèrent toujours leurs 900 redevables. Et en 2022, on est passé à 2120 avis de mise en recouvrement. Donc, on était vraiment derrière les agents pour les pousser à travailler. Faites. Et lorsqu'on regarde même les montants, les amers émis en 2022, c'est en milliards de francs congolais. Donc, je vous laisse lire 87 millions de milliards. Et c'est chaque fois qu'il y a une irrégularité, on est là pour dire faites. On peut passer à la dia suivante. Là, c'est une fois que vous avez mis une somme en recouvrement, vous devez poursuivre ce recouvrement. Donc, émettre des contraintes et émettre des avis à tiers détenteur. Tous les gens qui ont de l'argent pour le compte de la personne qui doit à l'État, vous devez bloquer cet argent avant qu'on ne le lui paye. Et vous voyez l'évolution des contraintes. En 2020, on en a mis 116 et en 2022, il n'y a même pas de rapport. On a mis pratiquement 1000 contraintes de plus avec des montants et des recouvrements qui ne font que augmenter parce qu'on empêche les services d'être passifs. Voilà. Il y a d'autres actions. On va gérer les temps. Je pense que les organisateurs pourront vous donner les slides et je préfère m'arrêter là pour que nous puissions gérer les temps. Je vous remercie. Voilà, il est les heures. Inspecteur Edmond, merci beaucoup. Nous allons passer rapidement à la phase finale des questions. Mais avant cela, nous souhaitons, en tout cas, moi, à titre personnel, on va remercier quand même le public pour son attention, très soutenue. Ça démontre de l'intérêt majeur pour la nation. Et c'est la preuve évidente, en dépit parfois de quelques désaccords, même les voleurs font partie de la famille. Hélas, c'est encore la preuve de la cohésion nationale. Okay? On va les éduquer, ces voleurs. Bien, monsieur l'inspecteur, la balle est ouverte pour la dernière fois des questions. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup, mais la clarté des exposés aura, me semble-t-il, permis que vous trouviez certaines réponses à différentes questions. J'aimerais donc espérer qu'il n'y en aura pas beaucoup. Hein? Alors, ce que je suggère, on va négocier. Donc, étant donné le temps est parti, je vous laisse les choix vous-même de dire est-ce que nous prenons maximum 5-6 questions. Ok? 3 questions maximum? Comment? 3 et 3, 6 questions maximum. Ok. Si tel est le cas, ça veut dire que vous m'autorisez vous-même de sélectionner 3 personnes là-bas et 3 personnes ici. N'en déplaise, certains comprendront que ce sera impossible de céder la parole à tout le monde. Ok? Bien, alors, dans l'ordre, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a encore des questions écrites? Je crois qu'il y en a une qu'on m'a déjà transmise, donc je la lirai aussi. Donc, si vous voulez bien, au fond, apparemment, il n'y a personne. Je voudrais prendre monsieur devant.
Bien, donc ce qu'on va vous demander simplement, allez tout droit au but, ne faites pas de parce que, etc. Ok? Voilà, vous posez une question et vous allez tout droit au but. Monsieur, rapidement, moins d'1 minute. Si vous traînez, on passe la parole à quelqu'un d'autre. Voilà, merci beaucoup. Je crois que je vais seulement présenter. Je suis Yves Lodin, étudiant en commerce extérieur. Donc, tout à l'heure, monsieur Almetti a dit que beaucoup de nos étrangers dans les entreprises autonomes, quand ils font des recettes, ils prennent l'argent, offrent leur pays pour déposer leur argent. Donc, ils prennent des capitaux Congo. Donc, je veux savoir quelles sont les mesures prises par le gouvernement congolais pour éviter la fuite des capitaux au Congo. Deuxièmement, je voulais dire, parce que je suis vraiment ravi de voir les travail que vous accomplissez. Est-ce que vous ne suggérez pas à votre chef d'État, M. Félix Tshisekedi, d'exiger ou d'imposer un service national pour inculquer à la personne congolaise le nationalisme afin qu'on n'ait plus de voleurs qui vont continuer à piller notre pays? Merci. Merci. Madame, la maman juste derrière. Oui. Il n'y a pas de micro. Ici. Je suis docteur en médecine, le docteur Antoinette Mouimouliel. J'ai une question pour l'inspecteur. Vous avez parlé du contrôle politique qui stoppe votre action. Alors moi, je voudrais savoir comment contourner cette situation. Parce que si vous ne contournez pas la situation, alors votre contrôle devient inefficace. Et c'est la question vraiment qui m'a vraiment dérangé. Voilà. Monsieur, une question ici, la dernière de la partie. Rapidement. Joseph Tala, de la DGC, dynamique de soutien des actions de bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. En marge de la conférence qui se tient aujourd'hui, depuis hier, nous avons eu un échange direct avec l'inspecteur général des finances. Ici, c'est une occasion pour moi de lancer un appel solennel parce que je sais que si vous êtes venus ici, c'est parce que vous soutenez les actions qui sont menées par l'inspection générale des finances. Donc c'est pour vous lancer un appel solennel, de savoir qu'ici en Belgique, il y a une dynamique de soutien de ces actions. Je vous appelle donc à vous joindre à nous pour que nous puissions clamer haut et fort tous les efforts qui sont faits à Kinshasa en termes de modification ou du changement de la politique. Ma question, je l'adresse à l'inspecteur général de finances, c'est de savoir, est-ce qu'on ne saurait pas, est-ce qu'il ne serait pas possible de pouvoir mettre en place une haute ligne pour permettre à toutes les personnes de pouvoir signaler tout le méfait qu'ils constatent au Congo. Merci. Vous vous en doutez bien que si vous faites du bruit, vous êtes en train de massacrer votre temps. Monsieur, non, vous allez déjà poser la question avant les autres. Donc on va prendre l'autre après. Monsieur, oui. On va prendre deux autres questions après celle-ci. Je pense qu'on va essayer de répondre. On verra si la suite nous permettra de prendre d'autres questions. Moi, c'est Norbert. Oui. Je suis doctorant en fin de thèse, chercheur au Centre opérational du gouvernement islamique. J'allais adresser ma question à l'inspecteur général de finances.
J'ai pas une citation, c'est la citation d'un philosophe allemand, Jürgen Habermas, qui dit dans les conditions d'une politique sécularisée, on ne peut parler d'un état de droit sans démocratie radicale. Donc, au nom du principe de publicité et de la radicalité démocratique, j'aimerais, parce qu'on parle tout le temps de l'état de droit au Congo, que l'institution présidente de la République aussi se fasse contrôler systématiquement. Parce qu'on entend tout le temps parler de dépassement budgétaire, je ne sais pas qui contrôle cette institution. Et puis, comme recommandation, je ne sais pas, hier l'inspecteur général avait dit qu'on ne sait pas contrôler la police et l'armée, je ne sais pas pourquoi. Et si il y a possibilité de contrôler l'armée, je souhaiterais que vous fassiez appel à des experts militaires pour un contrôle plus efficace. Merci beaucoup. Alors, mademoiselle au fond. Bonjour à tous, je me présente, Madame Hélène Blanc-Migou, je suis vice-présidente de l'AVC aux solutions du Congo Fédération Belgique. Ma question est la suivante pour l'inspecteur des finances, surtout au niveau des douanes. Pourquoi au Congo nous n'avons pas une clarification claire et nette qui permet justement le contrôle des douaniers? Parce que envoyer des marchandises au Congo devient très compliqué. Il est impossible de contrôler ce que les gens payent exactement et nous avons l'impression que certains paiements sont à la tête du client. À quand est-ce que nous allons avoir quelque chose de clair et précis? La deuxième question que j'aimerais bien poser à l'inspecteur des finances, pour éviter justement de faire appel à l'IGF dans les entreprises, pourquoi est-ce que l'État ne doterait pas certaines entreprises de justement avoir des gestionnaires indépendants afin qu'on ne dise pas que l'inspection des finances fait du favoritisme ou empêche les gens de travailler selon ce qu'il aurait dû de faire, mais par contre que l'État émette par rapport à la justice des gestionnaires qui accompagneraient ces entreprises à mieux gérer l'argent de l'État. Merci. Voilà, on va en rester là. Je lis rapidement deux autres questions. Et on verra si éventuellement ce sera encore possible de recevoir d'autres questions. Alors, il y a une question, apparemment, elle a été posée ici. En dépit de nos patrouilles financières, que pensez-vous, monsieur l'IGF, des dépassements budgétaires des plus hautes institutions du pays, la présidence de la République, le Parlement, le Sénat, etc., puisque cela ne constitue pas de points chauds? Alors, la deuxième question qui est écrite ici. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, comment l'inspection générale des finances entend contrôler le parti privé, les ports privés d'exportation et d'importation des marchandises, minerais, argent, etc. C'est monsieur Mokonji Marie-Alexandre. Voilà. Je pourrais faire compléter. À la première question des fuites de capitaux, je voudrais tout d'abord rapidement vous dire qu'ici nous avions parlé de contrôle des finances publiques. Le contrôle de l'inspection générale des finances porte sur l'exécution de la dépense publique et la réalisation de la recette publique pour que nous puissions nous rassurer que la dépense publique effectuée par l'État ou par une entreprise ou par une province est régulière, il n'y a pas d'effet de détournement ou de corruption et nous nous rassurons que l'encaissement des recettes publiques n'a pas subi d'effet de sous-évaluation ou de fuites au niveau de la hauteur de la mobilisation. Ça, c'est notre travail. Donc, notre objectif, c'est de nous assurer de la bonne gouvernance de la gestion, de la bonne gouvernance au niveau des recettes et au niveau de la dépense. Mais en dehors de nous, comme structure de contrôle des finances publiques, nous avons trois autres structures qui contrôlent les autres aspects de la criminalité financière dans le pays. En ce qui concerne le mouvement des transferts des capitaux dans les banques,
il y a CNRF, notre cellule nationale de renseignement financier, qui contrôle pratiquement au niveau de toutes les banques les flux de capitaux, les flux d'argent entre la RDC et l'extérieur. Qu'est-ce qui entre en RDC? Est-ce que cet argent est propre ou cet argent est sale? Qu'est-ce qui sort de la RDC? Est-ce que les conditions sont réunies? Donc, j'aimerais que vous puissiez aussi comprendre ça pour ne pas faire la confusion. Nos compétences sont limitées au niveau du contrôle des finances publiques. Nous avons encore un autre organe, l'Agence pour la prévention et la lutte contre la corruption, appelée APLC. Cette agence a été créée pour prévenir et réprimer la corruption aussi bien dans les secteurs publics que dans les secteurs privés. Parce que là, nous sommes en train de parler de la gestion publique. Mais la corruption, il est également dans les secteurs privés où nous ne pouvons pas aller vérifier comment un privé qui a créé son entreprise, qui effectue ses dépenses, nous ne sommes pas là-bas, ce n'est pas de notre compétence. Mais l'APLC peut contrôler même dans la gestion d'une entreprise privée s'il y a des faits de corruption dans l'exécution des dépenses. Enfin, nous avons aussi la Cour des comptes qui a en fait le contrôle de la gestion publique, mais attend une juridiction. Donc, les compétences sont vraiment limitées. Parlant de contrôle politique qui stoppe les contrôles de l'inspection générale des finances et des inquiétudes. Madame, on n'a pas voulu, moi personnellement, je n'ai pas voulu aller trop en détail parce qu'on resterait ici longtemps en train de parler en détail. Si vous aviez vraiment compris, la Cour des comptes, le Parlement et l'IGF, nous avons un point commun. Notre seul point commun, c'est le contrôle a posteriori. Le contrôle du Parlement est a posteriori. Le contrôle de la Cour des comptes est a posteriori. Le contrôle de l'IGF est aussi a posteriori. Mais en dehors du contrôle a posteriori, seule l'inspection générale des finances dispose de contrôles concomitants et de contrôles a priori. Donc je pourrais vous dire, si j'avais le temps, les contrôles concomitants et les contrôles a priori de la dépense et de la recette publique est une exclusivité de l'inspection générale des finances. Et en tant que tel, ni le Parlement, ni la Cour des comptes ne peuvent stopper ces contrôles concomitants ou ces contrôles a priori. Et aujourd'hui que nous exerçons 80% de notre contrôle à concomitant ou a priori, il n'y a aucune possibilité que le Parlement ou la Cour des comptes puissent venir s'y mixer. Et aussi, quand on dit que les contrôles du Parlement stoppent le contrôle de la Cour des comptes et on évolue, cela, il y a aussi d'autres préalables techniques. C'est-à-dire, si le Parlement est en train de contrôler l'année 2022, la Cour des comptes est en train de contrôler l'année 2022, le Parlement peut stopper si les deux organes de contrôle doivent traiter des mêmes aspects, les mêmes choses. Mais si les deux organes, ils viennent même pour 2022, mais la Cour des comptes veut regarder un marché X, le Parlement veut regarder autre chose, on ne peut pas activer les dispositifs, un contrôle stop l'autre. Donc, c'est au fait des cas rares. Donc, il ne faut pas avoir d'inquiétude sur ces plans-là. Parlant des lignes de signalisation des méfaits, je voudrais dire que les dispositifs législatifs congolais prévoient ce que nous appelons dénonciation. Quand j'ai exposé sur les méthodes d'intervention de l'inspection hier, je vous ai dit que nous pouvons intervenir sur le programme d'action que nous avons nous-mêmes établi. Nous pouvons intervenir à la demande des autorités politiques, administratives et judiciaires, comme nous pouvons aussi intervenir sur dénonciation des tiers. Comment la dénonciation nous arrive? Donc, nous avons tout d'abord notre ligne de dénonciation qui existe. Les gens nous écrivent pour dénoncer les faits de corruption, de détournement, qu'ils sont en train de vivre là où ils sont, et nous nous saisissons de ça. Et vous pouvez même écrire par une lettre en prenant des dispositions anonymes pour que vous ne puissiez pas apparaître. Et si votre dénonciation amène à ce que, en matière de recettes, l'État puisse recouvrer
les droits qui étaient en train d'être fraudés, la législation prévoit que celui qui a dénoncé puisse être rémunéré à concurrence d'un pourcentage sur les montants que l'État a récupérés. Donc les dispositifs existent déjà au pays. Vous avez parlé aussi des contrôles de l'institution président de la République, contrôle de la police, contrôle de l'armée. Je voudrais vous dire que le contrôle des dépenses de l'armée est un corps qui est un corps de métier et tout. Mais les dépenses de l'armée suivaient la même procédure que toutes les autres dépenses de l'État. Les dépenses de l'armée viennent comme les dépenses de tout fournisseur. C'est le ministre des Finances qui paye ça. Je peux prendre un document. En matière de contrôle a priori de la dépense de l'État, le résumé que je veux que vous puissiez comprendre, c'est que les dépenses de l'État sont payées au Congo par le ministre des Finances. Et nous avons un bureau avant le bureau du ministre des Finances. Tout ce qui arrive pour que le ministre des Finances paye, nous les contrôlons, nous les censurons. Lorsque le dossier est irrégulier, nous l'annulons et nous les renvoyons. Donc, indistinctement, que ça vienne de la police, de l'armée, que ça soit un marché public, que ça soit quoi, avant que ça aille chez le ministre des Finances pour paiement, nous avons un bureau de censure. Alors, il y a d'autres dépenses qui ne passent pas par la procédure normale, qui échappent à notre bureau. Les personnes viennent directement voir le ministre des Finances parce qu'il y a urgence, parce qu'il y a ceci. Le ministre des Finances paye, c'est-à-dire il demande à la banque de payer. Et nous avons là un bureau au niveau de la banque. Lorsque le ministre des Finances a payé à cette procédure-là, sans que notre bureau qui est à côté puisse s'en rendre compte, l'équipe qui est à la banque centrale regarde tous les jours les paiements, et lorsqu'il y a un paiement que nous suspectons, même si l'argent est allé dans les comptes des bénéficiaires, nous saisissons l'argent dans les comptes des bénéficiaires, nous les retournons dans les comptes de l'État. Donc nous avons les verrous avant que le ministre paye, ou après que le ministre ait payé en urgence, nous avons des procédures de vérification les mêmes jours pour récupérer. Et ça nous fait parfois des frictions avec un paiement qui a été déjà fait, et nous récupérons, nous retournons. Donc, je voulais dire, les dépenses de la police et les dépenses de l'armée suivent la même procédure que toutes les dépenses. Donc, il n'y a pas lieu de singulariser les contrôles des dépenses de l'armée ou les dépenses de la police. Mais, bon, s'il faut contrôler, par exemple, la paie, vous savez,